Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue donc sur cette agora du village des architectes pour une conférence qui va nous faire basculer dans le futur immédiat de l'hôpital, ou plutôt dans son exploitation au quotidien. Aujourd'hui, nous allons effectivement parler BIM, BOSS, jumeaux numériques, mais surtout usage concret. Et une question centrale va nous guider pendant cette session, et si la maquette BIM devenait un véritable levier de pilotage et de performance pour les hôpitaux bien au-delà de la conception. En d'autres termes, comment relier la maquette virtuelle aux réalités d'exploitation pour rendre l'hôpital plus intelligent, plus réactif et mieux géré. Nous allons donc plonger au cœur d'un sujet en pleine expansion, l'optimisation de l'exploitation hospitalière grâce au numérique. Longtemps, l'architecture hospitalière s'est arrêtée aux murs, aux circulations, aux équipements. Aujourd'hui, nous assistons à une véritable révolution numérique du bâtiment, portée par deux leviers majeurs, le BIM et le BOSS. Et pour explorer ce sujet passionnant et très opérationnel, nous avons le plaisir d'accueillir en cette fin d'après-midi 3 experts. Frédéric Pitard, directeur développement chez Cardam Digital. Bonsoir Frédéric. Alexandre Found, directeur Smart Building chez Cardam Digital. Bonjour Alexandre. Bonjour. Et Mathieu Violet, BIM Manager chez Cardam, spécialiste de la structuration et de l'exploitation des données BIM. Bonjour. Alors première question Frédéric, pour commencer, pouvez-vous nous présenter Cardam Digital et nous expliquer pourquoi le fait d'avoir au sein d'un même groupe une agence d'architecture qu'on connaît bien ici sur le village et une cellule digitale dédiée est un atout stratégique pour accompagner la transformation des hôpitaux? Oui, merci. Oui, on fait partie d'un groupe. Donc moi, je suis dans la division, la filiale digitale, mais on est tout un ensemble de passionnés de l'immobilier, avec une structure d'archi, des bureaux d'études, une structure de conseil qui vont aussi bien travailler avec les propriétaires ou avec les asset managers qu'avec les preneurs des lieux. Et donc, en fait, le groupe, qui est un groupe intégré, représente une capacité d'action dans le domaine de l'immobilier qui est assez originale parce qu'on regroupe toutes les compétences, on a une vision d'ensemble et ça permet notamment dans cette période où on parle de plus en plus de désilotage, de vision d'intégration, de compréhension des enjeux d'exploitation globaux au sein notamment des plateformes hospitalières, de s'appuyer sur des compétences multiples et d'accompagner nos clients sur tout l'ensemble de leurs besoins, depuis les notices ou les projets et la construction jusqu'à l'exploitation finale. Donc au sein de cette structure, la partie digitale, on est sur une logique de service, c'est-à-dire ce que l'on offre, c'est en utilisant la dimension digitale et notamment en travaillant sur les différentes données qui sont les données présentes déjà dans les différents équipements des hôpitaux. On constitue des parcours, on constitue un ensemble de capacités d'exploitation de l'hôpital original qui vont se déployer au-delà des différents silos techniques et qui vont apporter plus d'efficacité et plus de cohérence à l'usage des différentes dimensions techniques de l'hôpital. Alors pourquoi ce sujet? Pourquoi a-t-on besoin de jumeaux numériques d'exploitation et à quoi ça sert? Alors, en fait, le sujet, on l'a vu à travers un certain nombre de projets. Donc, aujourd'hui, on travaille beaucoup sur le CHU de Nantes, où on est en train de déployer une hypervision centralisée des différents systèmes du hospitalier. Mais on l'a également avec nos autres clients, qui sont plutôt des clients qui sont peut-être pas dans des phases de reconstruction de leurs emprises, mais qui sont dans des phases d'optimisation. Et il y a un enjeu de maîtrise des modifications, un enjeu de maîtrise des évolutions des technologies qui est assez fort, et notamment à travers cet enjeu, un enjeu de pilotage des différents équipements et d'optimisation de la maintenance de ces équipements. Si l'on essaye de résumer un peu, quand on regarde l'ensemble d'un besoin ou des différentes technologies qui sont utilisées d'un point de vue bâtimentaire, on se place sur la partie bâtimentaire, dans une structure de soins, on a besoin de travailler sur des lieux, de comprendre où sont les équipements, de comprendre quelles sont les capacités, quels sont les plans, quels sont les différents éléments qui constituent ces lieux. On a des systèmes techniques comme les GTB, les GTC qui vont permettre de capter de l'information, de réguler la chaleur, de réguler le chauffage, la clim, de réguler l'éclairage. Nous avons des systèmes qui vont gérer les accès, les occupations, d'autres qui vont gérer
les ascenseurs, d'autres qui vont être plutôt pointus sur certains types d'éclairage, d'autres qui vont encore s'occuper de l'énergie, de l'eau. On a les systèmes d'information hospitaliers. Bref, j'aurais pu faire une liste qui couvrirait tout le mur. On a autant de domaines que de besoins d'expertise dans ces domaines. Le problème, c'est quand on est du point de vue du soignant, de l'exploitant en charge de la maintenance, des visiteurs ou des patients, en fait, on n'a pas la connaissance de ces expertises et on a besoin d'avoir un usage qui soit fluide, quels que soient les systèmes. C'est-à-dire, j'arrive devant mon parking, je suis infirmière, je vais avoir besoin que la barrière de parking, déjà être sûr d'avoir une place, que la barrière de parking s'ouvre. Ensuite, je vais aller dans mon bureau, je vais avoir besoin d'être aidé, savoir si j'ai besoin d'une salle de réunion, si la salle de réunion est disponible. En fait, mon parcours va venir impacter les différents domaines du bâtiment, mais je vais plutôt que d'avoir une vision par silo technique, j'ai besoin d'avoir une assistance et j'ai besoin d'avoir une facilitation dans l'usage du bâtiment. C'est vrai pour les soignants comme pour les exploitants ou les patients ou les visiteurs. Sur le CHU de Nantes, on a plus de 200 parcours qui ont été définis, analysés, qui sont des parcours d'interopérabilité entre ces différentes dimensions technologiques. Et le sujet que l'on a aujourd'hui, c'est un sujet d'arriver à mettre ces parcours en cohésion. Alors j'en ai pris quelques-uns pour donner un peu une vision plus précise. Si je prends le premier, c'est par exemple l'occupation. Donc on a certains de nos clients qui nous ont dit est-ce que vous auriez des systèmes pour nous aider à mieux répartir l'usage des salles de formation ou des salles de réunion. Pour répartir et connaître ces usages, il faut qu'on comprenne où ils sont, donc pouvoir les localiser dans les lieux. Il faut qu'on comprenne s'ils sont occupés ou pas occupés. Donc ça revient vers la GTB avec des capteurs, savoir s'il y a une occupation ou pas dans ces salles de réunion. On a besoin de savoir à qui ils sont destinés, donc il y a besoin de gérer des accès, encore une fois l'occupation par rapport à un contexte d'accès. Et puis ces salles, elles ont besoin aussi d'énergie, elles peuvent avoir besoin pour certaines d'entre elles d'eau. On a besoin de savoir qui les a utilisées, quand, quelles sont les différentes métriques. Et donc on voit bien qu'en fait, pour exploiter, pour avoir une vision cohérente de l'usage d'une salle de réunion ou l'usage d'un lieu, il faut qu'on vienne interopérer tout un ensemble de dimensions dans l'hôpital. On a le même, sans tous les détailler, parce qu'on a un temps qui est assez contraint, mais je prendrai les deux derniers. Sur Nantes, il y a un sujet autour de l'arrivée des urgences et de l'hélicoptère sur la plateforme qui est en hauteur, qui est sur le toit. Quand l'hélicoptère arrive, il faut qu'on puisse piloter son arrivée, il faut qu'on puisse progressivement couper les convecteurs de CVC pour éviter que les pales de l'hélicoptère refoulent l'air. Il faut qu'on amène l'ascenseur à l'étage où arrive l'hélico. Il faut qu'on fasse une signalétique pour indiquer aux urgentistes où aller et naviguer dans les lieux des urgences. Et il faut aussi qu'on s'interface avec le système d'information de l'hôpital pour déclencher un certain nombre de workflows, de préparation. On est à chaque fois dans un besoin d'interopérabilité, de transfert d'informations, de partage de données entre ces différents silos techniques. Et pour gagner en efficacité, il faut que ces systèmes se parlent. Et donc ce sur quoi nous travaillons, c'est sur la mise en place, à travers un jumeau numérique, de passerelles entre ces différentes dimensions pour faciliter l'échange et le partage des informations venant de systèmes qui sont amenés à coopérer entre eux. Donc le sujet sur lequel on travaille, c'est un sujet qui devient vraiment vital, comme tu le disais, dans l'exploitation de l'hôpital, parce que derrière, on va gagner en efficacité, en temps pour retrouver des équipements, en temps pour recouper pour se déplacer, pour optimiser certains actes du quotidien, mais c'est aussi une efficacité en termes de consommation électrique, une efficacité en termes de consommation de toutes les utilities que l'on peut avoir dans un hôpital. Mais pour ça, il faut qu'on puisse avoir de la donnée, que cette donnée soit cohérente, qu'elle puisse être partagée en toute sécurité et qu'elle puisse être très rapidement réutilisée en fonction d'usages qu'on ne connaît pas forcément aujourd'hui, mais qui vont, au fur et à mesure que l'hôpital va grandir ou que l'établissement de soins va se modifier, avoir besoin d'être utilisés. Donc ça amène une réflexion
d'un système d'information bâtimentaire au sein de l'hôpital qui doit s'appuyer sur des référentiels, et donc le BIM est une des dimensions principales de ce référentiel, mais qui va également avoir besoin d'être maintenu dans le temps. Et le sujet, c'est justement d'arriver à faire cette maintenance dans le temps. Donc côté Cardam Digital, nous offrons un certain nombre de services d'aide à l'exploitation de l'hôpital, notamment à travers une plateforme qui s'appelle KD Convergence, qui nous permet, à partir des modèles BIM, dont on va parler juste après, de récupérer le modèle de lieu du bâtiment et d'arriver à structurer l'information, de collecter les données, de les orchestrer, dans certains cas dans le temps réel, et de monitorer et de gérer l'ensemble du partage de ces informations entre les différents silos techniques. C'est un enjeu qui est un enjeu de maîtrise d'ensemble d'une exploitation. Ça part d'un référentiel bâtimentaire cohérent. On a besoin d'avoir un référentiel métier aussi cohérent avec ce référentiel bâtimentaire, de pouvoir décrire des processus comme ce dont je parlais tout à l'heure, la gestion de la salle de réunion, le parcours d'un robot dans un hôpital, l'arrivée d'un hélicoptère, l'arrivée dans un parking, et d'avoir une traçabilité, une supervision de cet ensemble. L'ensemble devant en plus être secure en termes de design, donc avec tout un ensemble de pratiques de cybersécurité. Donc c'est un enjeu digital, c'est quelque chose, je dirais, d'un point de vue technique qui se maîtrise. Les technologies existent aujourd'hui. Le sujet qui est peut-être tout aussi important que le design et que l'usage de ces technologies, c'est surtout un usage d'exploitation et de maîtrise du changement pour les acteurs aujourd'hui qui assurent l'exploitation de l'hôpital vers ces technologies. Donc on a besoin d'accompagner les différents profils d'exploitants à utiliser ces technologies, à les maîtriser et à gérer les évolutions, d'où l'importance d'avoir ce lien entre des modèles BIM, entre une vision d'une coque bâtimentaire et ses différents équipements et les pratiques d'exploitation qui sont liées. Donc, on va passer la main à Alexandre qui va nous présenter des réalisations concrètes, qui va nous partager des réalisations concrètes. Allez, bien. Ah, dernier slide de Frédéric, bon, on va le faire en binôme si tu veux. Je commence ? Allez. Avant de vous montrer en effet ces réalisations, un petit récapitulatif de quelques difficultés qui sont les difficultés concrètes auxquelles nous sommes confrontés, plutôt nos clients sont confrontés, et qui heureusement, de plus en plus, ces difficultés sont en passe d'être dépassées. C'est d'abord une question de timing, c'est-à-dire que, comme l'a dit Frédéric, on est dans un monde encore très siloté, ce qui fait que les différents lots se succèdent et les différentes consultations se succèdent avec des timings qui font que parfois c'est pas toujours optimum. Et là, de plus en plus, ces sujets smart building sont abordés très tôt, de plus en plus tôt, quasiment en phase d'avant-projet, et c'est plutôt une bonne chose. Ensuite, il y a la difficulté de ressaisie parce que en exploitation, l'exploitant n'a pas le temps de passer énormément de temps à refaire des plans, à ressaisir de l'information qui a déjà été très bien modélisée en amont en phase projet. Donc là aussi, on verra que c'est un challenge qui est en cours d'être réalisé. Le référentiel commun, c'est une évidence par rapport à tout ce qui a été montré tout à l'heure. Il y a vraiment ce besoin d'avoir un référentiel commun de façon à ce que chaque applicatif ne vienne pas apporter un nouveau référentiel de lieu, référentiel d'équipement, importé à partir de fichiers Excel, ainsi de suite, alors que tout existe déjà, alors qu'il y a une richesse très 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 importante dès le départ à travers les maquettes BIM. Et puis, le smart building, c'est pas forcément un gros mot, donc de plus en plus, ça devient plus une notion de service que d'une notion de technicité. C'est le service qui est important. Et je vais vous montrer. Alors, en introduction des quelques exemples, ce que je vais vous montrer, c'est à travers plusieurs usages qui sont des usages illustrés sur le cas du CHU de Nantes. On va voir des usages qui mêlent à la fois des données dites statiques, donc toutes les données, on va dire, issues
des maquettes BIM issues de la phase constructive et les données dynamiques, les données qui apportent le temps réel. Et le service est vraiment à la croisée des chemins entre ces deux mondes. Toutes les données froides et toutes les données temps réel. De façon à amener des parcours qui vont être des parcours sans couture, des parcours au service des utilisateurs, quels que soient les publics et les profils dans le bâtiment. Et un petit tableau, voilà, il peut faire mal aux yeux. Heureusement, on ne va pas lire toutes les cases, mais c'est pour vous montrer que dans le cas d'un centre hospitalier, il y a beaucoup de services et ces différents services, en réalité, ils sont tous interconnectés les uns avec les autres. Et que tout ceci fonctionne finalement en mode poupée russe. Tout est imbriqué. Une anecdote, et après, promis, je vous montre les use cases. Quand on est intervenu en phase de consultation pour le CHU de Nantes, la consultation a duré plus d'1 an, donc c'était quelque chose de très long. Et lors d'une phase de soutenance, parce que moi je suis venu à Nantes, je m'attendais à... j'étais déjà très impressionné, parce qu'un CHU, bon, voilà, j'avais plutôt en tête, n'étant pas du milieu médical, j'avais plutôt en tête ce qu'on voit à la télé, voilà, les grands films sur les gros centres hospitaliers et toute la complexité et surtout la puissance des systèmes médicaux et biomédicaux. Et en face de moi, il y a un des acteurs, le maître d'ouvrage, le patron du projet, qui, lors d'un échange, me dit « Mais vous savez, c'est vrai, on est à la pointe de la technologie sur Nantes, on a des machines absolument fantastiques pour soigner. En revanche, d'un point de vue bâtimentaire, c'est la catastrophe. On n'est pas en mesure aujourd'hui d'optimiser l'utilisation des blocs opératoires, m'a-t-il dit. » Et c'était une surprise de se dire que, à aujourd'hui, sur des centres hospitaliers, les différentes activités peuvent être gérées encore de façon non optimisée. Un bloc sous-utilisé parce que un patient est sorti un peu plus tôt que prévu et que l'intervention de ménage a arrivé un peu plus tardivement. Tout ceci, ça me paraissait absolument inconcevable. Et le besoin, l'envie, c'est d'avoir des hôpitaux qui fonctionnent de façon excessivement efficiente avec l'ensemble des services interconnectés. Je vous montre à travers 3 cas d'usage. Un premier cas d'usage orienté soignant. Donc ceci, c'est une petite illustration qui va durer quelques secondes et qui vous montre ce que le service pour les soignants pour le CHU de Nantes. Donc orienté fortement sur le modèle parce qu'un CHU c'est très grand, en particulier celui de Nantes, 200 000 m². Et il y a énormément d'espace, énormément d'équipements avec énormément de difficultés liées à la localisation. Je recherche un espace, je recherche un équipement, je recherche une personne. Tout ceci, dans ce qu'on vous montre ici, là, cette visualisation, ce service est accessible et directement, se nourrit directement des maquettes BIM pour toute la partie pièces, architecture, mais aussi déplacement, en tenant compte des habilitations, en tenant compte des règles de l'environnement, tel et tel ascenseur est utilisable par tel et tel service. Et tout ceci est tuilé à partir des maquettes BIM. Alors on verra tout à l'heure, ça nécessite de contrôler un certain nombre de données, de s'assurer qu'un certain nombre de données sont bien présentes dans les maquettes, mais ces services sont immédiatement disponibles à partir de ces environnements-là. Un deuxième exemple, un petit peu plus long, pour les services techniques. Donc, les services techniques, eux, ont besoin d'avoir un accès à toute la base déjà patrimoniale du bâtiment, avoir un suivi temps réel des incidents, mais aussi de toute la maintenance préventive, de toute la maintenance curative, de toute la maintenance aussi planifiée, en utilisant toutes les supervisions à disposition, que ça soit supervision GTB,
supervision des ascenseurs, supervision des parkings, et tout ceci à partir d'un portail unique, donc d'un point d'accès unifié qui est l'hyperviseur. Cet hyperviseur donne immédiatement une vue 360 degrés sur le bâtiment. Et là, ce que vous voyez à l'instant à l'écran, c'est la visualisation finalement de la maquette BIM dans un environnement BIM, gestion, exploitation, maintenance. Donc pour le mainteneur, non plus en phase travaux, mais pour le mainteneur au quotidien, qui va pouvoir utiliser l'ensemble de ces éléments-là pour être plus efficient dans le traitement des alertes ou des alarmes, mais aussi dans toute sa maintenance. C'est aussi plugger des intelligences. Là, ici, on est sur des scénarios, un ensemble de scénarios qui vont pouvoir se déclencher et qui vont modifier en temps réel le fonctionnement du bâtiment s'il y a, par exemple, une alerte attentat, comme c'est le cas, comme c'est montré ici. Mais ça peut être tout un lot d'autres scénarios qui vont se déclencher et qui vont automatiquement modifier ou impacter tous les systèmes, GTB, ascenseurs, contrôle d'accès, ainsi de suite, en ouvrant les bonnes portes, en diminuant ou en augmentant les ventiloconvecteurs sur telle et telle partie, de façon à coordonner l'intervention. Et le troisième usage, ou le troisième service que je vais vous montrer, c'est le service pour plutôt les administrateurs. Pourquoi ? Tout simplement parce que tout ce qu'on vous a montré, tout ce que je vous ai montré là avant, n'a de sens qu'à partir du moment où la base est à jour en temps réel. Et on sait tous que la difficulté, que c'est une des difficultés. Autant les plans sont particulièrement bien réalisés pour la phase projet, pour la phase constructive, autant la maintenance peut être relativement lourde. Et là, justement, c'est tout ce processus qui a été pensé autour de la donnée, de façon à ce que la donnée soit mise à jour en temps réel et qu'une modification, par exemple, ce que vous allez voir dans un instant, une modification de cloison, ce qui arrive dans un hôpital quasiment au quotidien, il y a des modifications de pièces, des affectations, des réaffectations, que ces modifications soient prises en charge nativement par la plateforme, après un contrôle bien évidemment humain, et que cette modification soit ensuite disponible pour tous les systèmes qui vont consommer cette donnée. Donc là, ce que vous allez voir, c'est l'exemple d'un cloisonnement-décloisonnement, donc au niveau de deux pièces, et vous allez voir aussi la mise à jour, le monitoring, l'administration de tout ce qui est scénario, c'est-à-dire tout ce qui va permettre d'adapter le fonctionnement du bâtiment en temps réel et totalement paramétrable à la main des administrateurs techniques du centre hospitalier. Et ça, c'est vraiment important, c'est ce qui permet d'avoir un système utilisable, un système solide, un système fiable et un système qui dure véritablement dans le temps. Ici, vous voyez, pour ceux qui connaissent un petit peu les outils de type Revit, donc les outils BIM, une modification d'une pièce donc, qui a été faite dans un outil type Revit va automatiquement être récupérée, analysée par le système, la modification est analysée et la modification est ajoutée à la plateforme bâtimentaire. Et dès lors que cette modification va être ajoutée à la plateforme bâtimentaire, il va y avoir aussi le rendu texturé qui va être disponible, donc les nouveaux plans, par exemple pour les visiteurs qui vont automatiquement disposer des nouveaux plans sur leur smartphone, ou les soignants qui auront immédiatement la bonne information sur leur application de soignant. Les techniciens qui ont aussi la bonne information sur l'application GMAO, application technicien, sans qu'il soit nécessaire de faire 3 fois la modification ou 4 fois la modification, comme c'est le cas actuellement. Voilà quelques exemples pour illustrer un petit peu notre propos d'un point de vue serviciel. Maintenant, je vais laisser la parole à Mathieu, qui va vous montrer d'un point de vue technique et d'un point de vue maquette
l'impact, comment ça se prépare et qu'est-ce qu'il faut faire pour que tout se passe bien et que les services soient disponibles. Merci. Alors la question maintenant, c'est quel est le rôle et comment le maître d'œuvre va se positionner au sein de tout ce microcosme et de toutes ces nouvelles données d'entrée, de toutes ces nouvelles contraintes. Donc ce schéma qui est représenté, c'est volontairement un schéma un peu simpliste. On ne prend pas en compte tous les types de contractualisation possibles entre un client pour un bâtiment ou un centre hospitalier et les maîtrises d'œuvre, les majors, les conceptions, réalisations, exploitation, maintenance, etc. On a simplifié pour essayer de recentrer et rester sur le BIM et le BOSS, pardon. Donc globalement, le maître d'ouvrage, il a déjà plusieurs services silotés aussi qui vont traiter, par exemple, il va y avoir service patrimoine pour tout ce qui est ou immobilier pour tout ce qui est projet de travaux. Il peut y avoir des services travaux. Il y a aussi des services RH, il y a des services informatiques. Donc ces différents services vont gérer différents marchés. Donc en l'occurrence pour le marché de travaux, ça peut être un service travaux. Une maîtrise d'œuvre qui va être formée d'un architecte assez traditionnellement, d'un bureau d'études ou de plusieurs bureaux d'études, et aussi d'un BIM manager dans le cas des projets en BIM. De l'autre côté, en fonction des cas, l'intégrateur BOSS ou l'intégrateur IWMS, lui, il va être piloté par un service immobilier ou RH ou parfois le service, la DSI, le service informatique. Et donc on est sur deux silos différents, on est sur deux mondes qui se côtoient pas forcément à la base. Et au milieu de tout ça, dans le meilleur des cas, on a un AMO BIM qui aussi a des notions et des compréhensions des systèmes de Building Operating System. Et donc qui est en mesure de gérer des traductions entre le monde du bâtimentaire ou de la conception bâtimentaire et le monde derrière du Smart Building. La place et la valeur du maître d'œuvre dans le process, il est important d'en parler parce que finalement c'est celui qui conçoit le bâtiment et ça va être surtout le premier à en imaginer les usages. Sur la base, par exemple, de schémas de flux, de penser comment vont se faire les déplacements au sein du bâtiment, de penser comment justement les usagers vont arriver à l'intérieur, comment une équipe d'urgence va devoir amener jusqu'à un bloc opératoire en urgence un patient. Et donc il est important dans ce cas-là d'avoir une notion de conception et une notion assez globale sur le projet. Pour quelles raisons un choix de conception a été fait, pour quelles raisons il n'a pas été gardé, et ce qui définit derrière toutes les notions de flux, ce qui définit quelque part la vie du bâtiment ou sa vie future. À côté de ça, dans l'équipe de maîtrise d'œuvre, il faut quelqu'un qui soit en mesure d'intégrer, de connaître les cas d'usage du BOSS. Donc il est important qu'il y ait quelqu'un qui sache faire la traduction dans des termes moins techniques, entre guillemets, de ce que vont être les cas d'usage du bâtiment, donc les besoins réellement du Building Operating System, que ça soit sur des sujets de gestion maintenance technique, purement technique, mais aussi sur des sujets qui sont plus des sujets fonctionnels, la gestion des salles, la gestion des blocs opératoires, les réservations à la cantine, entre guillemets, ou des sujets de ce type, ou le guidage des usagers au sein du bâtiment. Donc il est nécessaire d'avoir une vision assez macro du projet, aussi de son historique, de manière à intégrer toutes ces données, de se souvenir aussi de pourquoi on a gardé telle option, pourquoi on ne l'a pas gardé, pour quelles raisons ce service se trouve à tel endroit, pour quelles raisons il n'a pas été déplacé dans une autre aile du bâtiment. Et donc là, on rejoint encore le sujet des flux. Et enfin, l'expertise BIM sur les projets de conception, de manière justement à amener, à intégrer en amont toutes ces informations dans les prémices du projet, pour éviter justement de ne pas être en proaction, mais en réaction sur tous les sujets BOSS, parce que plus ça arrive tard dans le process, plus ça va être difficile à intégrer, entre guillemets. Donc les besoins du BIM Manager dans tout ça, c'est récupérer toutes les données d'entrée qui sont nécessaires pour la mise en place du BOSS, c'est-à-dire que l'AMO BIM et BOSS va devoir donner un cahier des charges assez précis sur quels sont les besoins, quels sont les cas d'usage dans le cadre du BOSS, puisque ça varie aussi souvent et qu'il peut y avoir de maîtres d'ouvrage. Il va y avoir des clients qui vont être plus intéressés par un aspect, par exemple l'accompagnement de l'usager,
Il va y en avoir d'autres qui vont beaucoup plus être sur la gestion maintenance et les cas d'usage vont bouger et donc les besoins en termes de boss vont aussi évoluer. Il doit donc traduire ces besoins très techniques, très informatiques entre guillemets, en des besoins qui soient compréhensibles par le monde bâtimentaire, que ce soit les entreprises, que ce soit les maîtres d'œuvre, que architectes, bureaux d'études, techniques, etc., de manière à ce qu'on puisse intégrer tous ces éléments et arriver à les faire fonctionner et parler ensemble. Et donc, il doit les retranscrire dans ce qu'on appelle la convention BIM, donc qui est justement tout l'ensemble des données de la manière dont elles doivent être traduites, intégrées, et qui doit les intégrer. Et ensuite, derrière, il y a toute une phase d'audit des maquettes. Un centre hospitalier, ça peut être 150, 200, 250 maquettes. Il faut imaginer qu'il peut y avoir, qu'il y a en général une maquette par lot bâtimentaire, une vingtaine, 20, 25 lots, mais aussi une par bâtiment. Donc, ça multiplie la quantité de données. Et donc, il a pour rôle de vérifier et de faire un audit de ces données de manière à fournir des maquettes qui soient exploitables. Donc, le renseignement des maquettes, c'est vraiment le nerf de la guerre. Tout ce qui est data management, c'est quelque chose de très intéressant et très important. Donc, pour commencer sur des sujets les plus simples, la pièce en elle-même, qui est peut-être le seul élément informel, c'est du vide quelque part, mais qui est extrêmement important parce que c'est elle qui va régir l'occupation de la salle, c'est elle qui va régir les équipements techniques qui sont à l'intérieur, mais aussi tous les équipements qui soient techniques, mais aussi bâtimentaires, qui vont recevoir des informations. On pourrait par exemple parler, dans le cas des corps d'état architecturaux, de cloison. Est-ce qu'elle est plombée? Est-ce qu'elle n'est pas plombée? Ce qui va permettre de savoir pour la mise en œuvre où ça dépose, si on doit faire des modifications dans le bâtiment, s'il y a des précautions particulières à prendre. Mais aussi tous les équipements techniques, que ça soit du luminaire, que ça soit de la centrale de traitement d'air, de la clim, du chauffage, des capteurs de présence, etc., des extincteurs, des moyens de protection contre l'incendie, etc., etc. Donc les cas d'usage qu'on va rencontrer et qui sont des valeurs ajoutées pour le client, un des premiers qui revient assez régulièrement, c'est la gestion des surfaces. C'est avoir une bonne idée, surtout une idée très précise des surfaces qui forment le bâtiment. Ça peut être par exemple pour bien gérer et bien anticiper les contrats de maintenance, de nettoyage par exemple, ou de nettoyage des vitres, parce que jusque-là, quand on n'est pas dans les maquettes BIM, on n'a pas forcément des données qui sont tout à fait précise, et donc quand on lance des appels d'offres, la gestion des surfaces, elle est faite sur la base de données qui sont pas forcément stabilisées, et ce qui entraîne des divergences et surtout des difficultés pour avoir des choses qui sont toutes sur une même sur un même référentiel. Donc ça peut être un des cas d'usage qui est important, mais qui permet derrière de faire des économies pour les maîtres d'ouvrage. Des informations comme l'occupation des pièces, par exemple le nombre de personnes maximum, qui va permettre de définir en termes de sécurité incendie si on est dans les clous, si on n'est pas dans les clous. On peut aussi trouver les géométries des pièces entre elles, donc savoir quelle pièce est liaisonnée à quelle pièce, est-ce qu'on a le droit de faire passer du public ou pas, est-ce qu'il y a une perméabilité par rapport au public, qui permet de faire du guidage à l'intérieur du bâtiment, de connaître les liaisons entre les différents éléments. Et donc enfin, toute l'arborescence qui permet de savoir comment tous ces ensembles s'intègrent à l'intérieur du bâtiment. Donc tout ce qui est arborescence, à savoir dans quel bâtiment se trouve la pièce, à quel niveau, à quel service elle appartient, ou quelle zone, jusqu'à arriver à la granulométrie de la pièce. Voilà, là par exemple, le cas d'usage, c'est la mise en exergue dans un projet de tout ce qui est circulation accessible pour permettre le guidage au sein d'un bâtiment administratif. Sur les sujets gestion maintenance technique, ce qui va être important, c'est d'intégrer et surtout de connaître toutes les informations, particulièrement en données froides, qui vont être intégrées dans les maquettes BIM. Pas forcément les données chaudes, puisque celles-ci sont actives et elles sont gérées par d'autres parties du boss, mais en réalité, ce qui est important dans le BIM, c'est aussi d'intégrer des données froides, qui peuvent par exemple être tout ce qui est notion de date, notion de calendrier pour tout ce qui est maintenance. Par exemple, si on prend le cas d'un extincteur, on le verra un petit peu plus loin aussi, c'est comment intégrer la date de dernière vérification et la date de prochaine vérification périodique, de manière à ce que ça soit stabilisé dans une maquette de gestion maintenance BIM. Ici, il y a des choses qui sont importantes à me rendre en compte en termes de cas d'usage, c'est les besoins, les objectifs qui sont différents entre le monde de la conception
et le monde du smart building. Par exemple, à gauche, ce que vous voyez, c'est la représentation, on va dire, telle qu'on souhaite l'avoir dans les maquettes architecturales, pour des besoins de communication avec les clients, pour des besoins de volumétrie, de dimensionnement des éléments, de manière à pouvoir aménager un bureau, une chambre, etc., etc. Et donc d'avoir quelque chose qui est assez précis, assez fin en termes de représentation graphique, pour aussi permettre une communication avec des personnes qui sont pas forcément habituées à lire des plans ou des coupes ou des élévations. La vue 3D ou une immersion dans une maquette sont souvent plus simples et dans un environnement qui, sans être tout à fait réaliste, donne une bonne idée de ce qu'il va être quand il sera construit. Ce que vous voyez à droite, c'est ce dont a besoin un boss. Un boss, il n'a pas besoin de la table avec ses 4 pieds, il n'a pas besoin de savoir s'il y a un ordinateur dessus ou s'il y a un pot de fleurs. C'est pas ça qui l'intéresse. Ce qui l'intéresse, c'est d'avoir un plan de travail avec un petit capteur en dessous qui va permettre, quand une personne s'assoit, de savoir si oui ou non il y a une occupation de l'espace. Donc, la géométrie est un petit peu différente et ça renécessite derrière une notion de traitement de l'information, une notion de transformation de l'information. Au moment où on est sur les DOE BIM, qui retraduisent un besoin, ou en tout cas ce que la conception architecturale a mis en œuvre contractuellement au sein du projet, et ce qui est réellement nécessaire pour l'intégrateur IWMS, ou l'intégrateur BOSS. Donc là, en l'occurrence, ce qui intéresse, c'est une petite représentation qui permet de dire le petit cube qui est sous la table, c'est un capteur. Ce capteur, il a un nom, il est rattaché à telle pièce, et il gère une information qui va être une information d'occupation. Oui, c'est occupé. Non, c'est pas occupé. Si c'est pas occupé, on coupe les clims, on coupe la lumière. On peut indiquer, si c'est des bureaux, par exemple, qui sont en libre service, que c'est disponible. Et donc, ça permet d'aller plus loin dans l'usage et dans l'optimisation du bâtiment. De la même manière, pour les informations techniques, et toujours dans le cadre de des termes d'arborescence qu'il peut y avoir, c'est l'appartenance à des systèmes. C'est-à-dire, dans le cas du haut, on prend un exemple qui peut être un compteur d'eau, quel type d'eau, osmosée ou autre chose. Ça peut être un compteur d'énergie, quel qu'il soit. Mais ce qui est important, c'est qu'il sait quel est l'élément qui se trouve au-dessus, et il va aussi, de fait, savoir ce qui se trouve en dessous. Donc le comptage, le sous-comptage, etc., qui va permettre d'avoir une donnée analytique fine, et aussi de savoir à un moment donné si, au sein du bâtiment, à un endroit, il y a une fuite sur un réseau, ou si il y a des données qui sont divergentes, qui peuvent faire remonter une alerte au niveau du boss en disant « Attention, j'ai l'addition de mon compteur général qui me donne 20 000 mètres cubes de consommation. Quand j'additionne mes sous-compteurs, je n'ai que 16 000. Il y a quelque chose qui ne va pas. » Et de pouvoir trouver à quel endroit se trouve le problème. De la même manière, donc, comme on le disait tout à l'heure, pour les extincteurs, une représentation très symbolique. Il n'y a pas besoin forcément d'avoir quelque chose de réaliste. Mais ce qui est important, c'est l'information embarquée, les dates de vérification périodiques et la manière dont derrière ces informations vont pouvoir être traitées par le boss. Pour les maîtrises d'œuvre et les concepteurs, ce qui est important, c'est pas forcément le remplissage, parce que ça n'est pas leur rôle, mais par contre, il est important qu'ils soient en mesure de créer ces champs, même s'ils sont vides, de manière après à pouvoir les faire vivre et à pouvoir les mettre en lien avec le boss. Donc là, les bénéfices d'une anticipation du marché boss, on en a parlé tout à l'heure, de plus en plus on le voit en amont. En réalité, l'intérêt, c'est que ça soit presque plus en amont que le projet hospitalier en lui-même, c'est que ça soit intégré dans une démarche du centre hospitalier qui soit une démarche d'usage général de ces bâtiments, qui soit neuf ou qui soit déjà existant. Donc c'est ça qui est assez important, c'est que ça soit fait très en amont, de manière justement à pouvoir aussi permettre de faire des intégrations peut-être sur une partie plus petite ou quelque chose d'existant qui permet de réaliser un POC sur déjà un petit bâtiment, un service ou un petit ensemble. Voilà. Donc ça permet aussi au BIM manager de connaître très précisément les besoins et les exigences du maître d'ouvrage. Plus les demandes sont précises, plus il est facile de les mettre en œuvre derrière d'un point de vue technique. Donc il peut retranscrire techniquement ces informations facilement dans la convention et donc ensuite d'accompagner les entreprises au cours de la réalisation des DOE, mais aussi de leur exécution, de pouvoir bien intégrer les informations, bien réaliser les maquettes numériques avec une structure qui soit bien précise de manière à ce que ça soit efficient après en termes de cartographie pour le boss. Et enfin, la conception du boss en parallèle du chantier, ça permet de faire des tests d'intégration en cours. Ça peut être contractuellement dès le marché
intégré au fait que les entreprises peuvent remettre des maquettes peut-être un petit peu avant les OPR et qui vont perdre les opérations préalables à la réception et qui vont permettre de faire une intégration sur un jumeau pour le coup numérique et de vérifier que les liaisons BIM-BOSS marchent pour toutes les maquettes et pour toutes les informations. Et enfin, point d'orgue, on a déjà parlé avec Frédéric, ce qui est important, c'est éviter de réinventer la roue, je paraphrase. Et il est important d'avoir un référentiel commun sur la maintenance, parce que ce référentiel va permettre à tout le monde de savoir comment intégrer les données, mais aussi à toutes les entreprises qui peuvent, les majors ou quels qu'ils soient, de se baser sur un document unique et commun, et donc de s'appuyer beaucoup sur les expériences qui sont déjà faites. On a le cas de Nantes, mais il y a aussi Bordeaux, par exemple, on y viendra un petit peu plus loin. Et ce référentiel, il doit pouvoir être évolutif, parce que le SMART n'est pas un gros mot, mais on n'en connaît pas encore toutes les capacités. C'est quelque chose qui évolue très rapidement. Il y a certainement des cas d'usage auxquels on pense même pas pour l'instant, mais qui vont arriver dans la décennie à venir. Et donc, il est important que ce soit pas un référentiel fermé et qui soit en mesure d'évoluer aussi en fonction des nouveaux besoins qu'on peut avoir avec l'hôpital des 10, 20, 30 années à venir. Donc, dans le cadre de tout ce travail qu'on a pu faire avec les équipes de Cardam Digital et Cardam Architecture, on a quelques recommandations qui nous semblent importantes à mettre en œuvre au sein des mises en place, des contractualisations. Donc, idéalement, on dissocie le marché BOSS d'un marché de projet parce que ça permet de le contractualiser plus en amont et de faire rentrer et de considérer l'information ou la donnée d'entrée BOSS comme ou les exigences en termes de BOSS comme des données d'entrée pour les marchés de maîtrise d'œuvre ou les marchés de conception-réalisation. Le maître d'ouvrage, il doit se faire accompagner aussi par des AMO qui soient capables de comprendre les deux mondes, c'est-à-dire de pouvoir retraduire tous ces besoins dans un document unique qui fonctionne pour le BOSS, mais qui fonctionne aussi pour le monde bâtimentaire. Idéalement, si on peut faire des tests en amont, donc contractuellement en imposant, en disant l'entreprise devra intégrer ses maquettes ou devra participer à des tests d'intégration de maquettes dans un intégrateur, dans un démonstrateur, ça peut permettre d'éviter d'essuyer les plâtres durant l'usage et l'exploitation du bâtiment. Et enfin, les demandes et les cas d'usage, plus ils seront précis, plus on pourra avoir des résultats efficients. Et je relaisse la main à Frédéric qui va nous parler un petit peu plus justement du référentiel commun. Oui, ce qu'on évoquait à travers cette présentation, c'est que pour arriver à gagner en efficience, il faut que les différents systèmes qui constituent les parcours qu'on évoquait puissent communiquer. Donc il faut effectivement un référentiel, que ces référentiels puissent évoluer et puissent être mis à jour de façon récurrente et de façon sécurisée aussi. Et alors, pour faire ça, nous, on s'appuie aussi sur les hommes de l'art, les hommes du métier, et notamment sur un club qui a été monté, qui s'appelle Réussite TH, avec tout un ensemble d'ingénieurs hospitaliers qui travaillent sur la modélisation des référentiels BIM sur lesquels on va pouvoir s'appuyer. Donc, il y a un travail interactif à faire avec vous, avec vos expertises, pour qu'on puisse définir des modèles qui pourront être dupliqués sur tous les différents projets. Et comme on l'évoquait tout à l'heure, il n'y a pas de nécessité de réinventer la roue à chaque projet. Il y a quand même une base qui est toujours à peu près la même, que ce soit en termes de structure bâtimentaire, d'équipement dans les bâtiments, de process qui vont devoir être opérés entre les différents silos techniques et d'équipements qui sont liés au métier. Et donc, plus on va normaliser, plus on va partir de standards, plus on va pouvoir aller vite et on va pouvoir aussi avoir des équipes qui, en termes d'exploitation, ne vont pas être surprises par la découverte de nouveaux modèles. Ça va devenir quelque chose dans les pratiques des FMR, dans les pratiques des exploitants, beaucoup plus logique et cohérent parce qu'il y aura systématiquement à peu près les mêmes choses qu'on retrouvera. Donc le travail que l'on mène autour de ces projets, en partant par l'archi, en allant jusqu'à l'exploitation, et dans Cardam, on a la chance de pouvoir couvrir ces différents métiers, donc ça nous permet d'être assez efficace et assez rapide sur ces dimensions. C'est un travail qui se mène aussi avec les AG du domaine hospitalier pour qu'on puisse définir ensemble les bonnes pratiques et les bons cas d'usage qui pourront être mis en place progressivement.
Merci beaucoup. Alors finalement, on a été un peu mis dehors puisqu'on arrive au terme de cette conférence. On peut applaudir nos intervenants. Et si vous voulez les retrouver, même pour un petit temps, vous pouvez les retrouver sur le stand de Cardam, mais demain également. Il n'y aura aucun souci. Un grand merci en tout cas à toutes et à tous. C'est ainsi que se termine la première journée sur le village des architectes. Rendez-vous demain matin pour la suite du programme sur cette agora. Rendez-vous à 10h15. Ici même, nous parlerons architecture et psychiatrie. Merci encore pour votre attention et votre fidélité. Très bon début de soirée à tous.